Cette épée sacrée qui appartenait au fils du destin, avait abandonné sa destinée de noblesse pour choisir un simple jeune paysan déçu par l'injustice de la vie. À l'instant où il la saisit et la tira de son socle, ce fut la naissance d'un grand héros de son époque, capable de changer le cours de l'histoire et de combattre le mal. Avant cela, je n'étais qu'un simple roturier de 18 ans. Je m'appelle Léon. À cet instant, j'étais en train de m'entraîner à l'Académie royale avec un jeune homme blond. Il me fit reculer à chaque attaque, sans que je ne puisse riposter. En moins de 10 coups, il me mit au sol, et rien en me disant que mis à part moi, personne ne voulait s'entraîner avec lui à l'Académie royale. Puis il ajouta en riant qu'il s'était retenu cette fois, mais qu'il sentait tout de même mes progrès. Ces paroles me frappèrent comme la foudre, et mon orgueil en fut blessé. Je repris mon épée, prêt à attaquer de nouveau le jeune homme blond. Les élèves qui observaient s'exclamèrent, disant que Léon n'était pas de taille contre Léon. Mais à part moi, tous les autres étaient vaincus d'un seul coup. Bien que nous partagions le même prénom, il était évident que Léon était bien plus fort que moi. Comme prévu, je perdis une nouvelle fois. Cela faisait 3 ans que je le connaissais, depuis son arrivée à l'académie, peu importe combien je m'entraînais, je ne parvenais pas à le dépasser. Il était différent de moi en tout point. Il avait l'apparence et le charisme d'un héros de roman et était très populaire auprès des filles. Il prétendait être un roturier, mais ses cheveux blonds ne trompaient personne. Pourquoi n'était-il pas dans la classe des nobles, mais dans celle des roturiers? Alors que j'étais perdu dans mes pensées, Léon me tendit la main pour me relever, en me demandant si j'allais bien. Je me dis alors que s'il avait été un arrogant ouvertement prétentieux, j'aurais pu le supporter. Alors que j'étais sur le point de saisir sa main, un bruit de talons résonna, c'était Chloé. Je lâchai rapidement la main de Léon, m'apprêtant à partir pour ne pas perdre la face devant elle. Léon voulut m'expliquer, mais Chloé agacée, me demanda pourquoi je persistais à défier quelqu'un que je ne pouvais pas battre. Ces paroles me blessèrent profondément. Léon essaya de lui expliquer, mais elle remarqua ma main en sang et insista pour la soigner. Je repoussai sa main en lui disant de ne pas se mêler de mes affaires, qu'une petite blessure ne valait pas la peine d'être soignée. Sous ses yeux perplexes, je m'éloignai dignement de la scène. Le soir venu, je me trouvai sur le terrain d'entraînement, frappant furieusement un mannequin avec mon épée en bois. Ce monde était d'une injustice effroyable. Si j'avais eu des cheveux blonds, une famille pour me soutenir, et des professeurs de son calibre, les choses auraient peut-être été différentes. Mais tout ce que j'avais, c'était mes efforts. Dans ce monde, il y avait bien trop de murs infranchissables, même pour les plus déterminés. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Léon, et en tant que fierté de l'Académie royale, il organisait une grande fête. Je me demandais si cela valait la peine de continuer à m'efforcer ainsi, ou si je devais abandonner après ces 3 ans de dur labeur. Si certains destins étaient décidés d'avance, à quoi bon lutter? Levant les yeux vers la pleine lune, je m'écriai, « Ô déesse de la lune, mes efforts ont-ils vraiment un sens ?» Mais la nuit restait silencieuse, et la clarté de la lune ne répondait pas. D'ailleurs, j'aurais été fou de m'attendre à une réponse. Mais contre toute attente, un grondement assourdissant retentit. Je levai les yeux et vis ce qui ressemblait à une météorite foncer droit vers moi. Lorsque je m'approchai, je constatai qu'il s'agissait d'une épée lumineuse. Alors que j'étais stupéfait par cette apparition, une voix se fit entendre. « Lève-toi, jeune homme. » Je cherchais d'où venait la voix. « Je suis ici, devant toi. » Devant moi, cette épée éclatante comme le soleil, parlait. Se pourrait-il que ce soit l'épée sacrée? Elle me demanda si j'avais vraiment le droit de critiquer l'injustice de la vie. Je fermai les yeux, serrai les poings et répondis fermement que oui. À ces mots, l'épée se mit à briller davantage et me dit « Alors oseras-tu me prendre et me montrer la preuve de cette détermination ?» Je savais parfaitement ce que cela signifiait de saisir l'épée sacrée. Elle me donnerait le pouvoir de changer toutes les injustices de ce monde, mais je n'étendis pas la main pour la prendre. L'épée me demanda pourquoi j'hésitais. Je répondis sans aucune hésitation que bien que les épreuves aient été difficiles jusqu'à présent, je n'accepterais pas que tous mes efforts passés soient réduits à néant. Si ce monde ne permettait pas de valoriser mon dur labeur, je ne pouvais que me résoudre à l'accepter. L'épée me demanda alors pourquoi j'étais là. Je lui répondis que j'étais venu prouver la valeur de ma persévérance et de mes efforts, et que même les opportunités devaient être équitables. Je la remerciai pour sa compagnie en cette nuit, mais à ma grande surprise, l'épée sacrée sembla approuver ma réponse. D'un éclat encore plus intense, elle m'accepta comme un véritable héros et me dit « Prends-moi, mon enfant, car tu possèdes un cœur qui ne cède pas aux privilèges du sang, de la famille, et une volonté qui n'est pas motivée par l'accumulation de la richesse et de la gloire. Alors tu peux te saisir de moi, car c'est la chance que tu as méritée. » En entendant les paroles de l'épée sacrée et en voyant l'énergie puissante qui en émanait, je n'hésitai plus un instant. Je saisis l'épée sacrée de mes mains, et elle me révéla qu'elle s'appelait Elcide, l'avatar du roi sacré Roderick, l'épée qui guide la lumière de cette époque. Lions ensemble, combattons le mal. Ce jeune homme que tout le monde pensait être un idiot parvint ainsi à extraire la plus puissante des épées sacrées du monde et devint alors l'élu, portant la lourde responsabilité de piétiner tout le mal qui se dresserait devant lui.
Mais la première fois que je brandis l'épée sacrée, une vague d'énergie intense parcourut mon corps, et je m'évanouis. Quand je rouvris les yeux, je me trouvais allongé dans mon lit, dans ma chambre. Était-ce possible que tout cela n'ait été qu'un rêve? Mais en regardant autour de moi, j'aperçus l'épée sacrée posée contre le mur abîmé. Ce qui s'était passé la nuit dernière n'était donc pas un rêve. La voix de l'épée retentit alors, répétant que c'était une chance que j'avais gagnée par moi-même, mais que je ne devais pas croire que je pourrais devenir forte immédiatement en la possédant. Puisque j'avais reçu cette opportunité précieuse, il me faudrait aussi endurer des épreuves rigoureuses. Posséder un grand pouvoir implique d'énormes responsabilités. Tu pourrais même perdre un proche en empruntant ce chemin. Penses-tu avoir assez de couilles pour emprunter cette voie? Je répondis à l'épée sacrée en disant que je comprenais, mais que ce n'était pas un chemin d'épines, mais une opportunité. Surpris, l'épée sacrée se tut un instant, puis referma les yeux satisfait de ma réponse, et me demanda de me rendre au terrain d'entraînement pour évaluer mon niveau actuel et établir un plan d'enseignement. Je me dirigeai donc avec l'esprit de l'épée vers le terrain d'entraînement. L'aube pointait tout juste. L'esprit me demanda pourquoi j'étais aussi nerveux. « Hé gamin, c'est quoi cette attitude de pleureuse ?» Je m'excusai, expliquant qu'il n'y avait personne aux alentours, mais qu'étant donné que c'était l'académie, si quelqu'un me voyait avec une épée aussi imposante, je ne saurais comment l'expliquer. L'esprit de l'épée réfléchit un instant, et trouvant cela raisonnable, me rassura, il avait une solution. Alors que je me demandais quelle idée il avait trouvée, l'épée sacrée commença à émettre une lumière éclatante, qui se concentra autour de ma main et y forma un symbole. L'esprit me dit que ma main devenait ainsi le fourreau de l'épée, ce qui me permettrait de la sortir à tout moment, et que dans son état spirituel, seul moi pouvais le voir. Il ajouta que nous pourrions ainsi nous entraîner en toute discrétion. Assez bavardé, montre-moi maintenant ce que tu vaux. Entendant cela, je perdis confiance en moi, craignant de le décevoir. À ma surprise, l'esprit m'encouragea, expliquant qu'il était impossible qu'il soit déçu. Il trouvait d'ailleurs que j'avais accompli le meilleur de ce que je pouvais dans les conditions qui m'étaient données. Ne pas savoir certaines techniques était normal pour un élève dont le maître ne les avait pas enseignées. Ces paroles me remplirent de courage. Je serrai l'épée en bois dans ma main et mon regard s'affermit. Je me mis en position, prêt à montrer à l'esprit de l'épée de quoi j'étais capable. En frappant avec mon épée en bois, chaque mouvement portait en lui les efforts et les sacrifices d'un jeune homme, mais je ressentais un changement étrange. Ce qui n'était qu'un simple geste, répété des centaines et des milliers de fois, me paraissait soudainement empli de puissance, comme si je me nourrissais de la confiance que l'esprit de l'épée plaçait en moi. À ce moment-là, l'esprit me dit d'arrêter. Pourquoi me stopper maintenant alors que j'étais concentré? Il répondit avec dédain que mon épée en bois ne supporterait pas une attaque de plus. Je baissai les yeux et constatai en effet que mon épée était en piteux état, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. J'avais accidentellement détruit mon épée en bois. L'esprit de l'épée me demanda si j'avais fait cela inconsciemment. Pratiquer les mouvements de base peut conduire à cet état, mais je suis impressionné que tu puisses y parvenir sans développer l'énergie spirituelle. Voyant mon air confus, il m'assura que je n'avais pas à me préoccuper de cette sensation, car trop s'y fier pourrait ralentir mes progrès. Quand le moment sera venu, tu comprendras naturellement. Après m'avoir observé, il conclut que mes bases étaient solides et qu'il n'y avait plus besoin de les revoir. Il ne me restait plus qu'à apprendre comment contrôler mon corps. J'étais perplexe en entendant cela. Pourquoi apprendre à contrôler mon corps au lieu de m'enseigner l'art de l'épée? L'esprit de l'épée me demanda. Penses-tu pouvoir manier l'épée sans bras? Contrôler son corps est la base des arts martiaux. Bien que tu t'entraînes depuis un certain temps, ma méthode diffère de celle de tes exercices habituels. Ensuite, il ajouta. Alors, voyons d'abord ce que tu vaux. Commence à courir et ne t'arrête que lorsque je te le dirai. Il faut aussi exécuter les mouvements que je te demanderai, comme courir en équilibre sur les mains ou en sautant sur un pied. Confiant quant à ma capacité à courir, j'avoue n'avoir jamais essayé de courir en équilibre ou sur une jambe. Bien que je ne comprenne pas l'utilité de cet exercice, je ferai tout pour devenir plus fort. Ainsi, l'entraînement infernal de l'esprit de l'épée commença. Ce même jour, après avoir couru 5 fois 3000 mètres, je suivis un cours de mathématiques. La fatigue m'accablait et je somnolais sans cesse. L'esprit de l'épée me rappela de rester concentré en cours, ajoutant qu'il savait déjà par où commencer mon apprentissage. Il me demanda quels étaient, selon moi, mes points faibles. Après réflexion, je répondis, le nombre de techniques et l'énergie spirituelle encore appelée l'aura? Il répondit que non, que c'était plutôt ma vision. Il existe un vieil adage qui dit, d'abord le regard, puis les pieds, ensuite le courage et enfin la force. Pour les pratiquants d'arts martiaux, l'observation est primordiale, suivie des techniques de pied, du courage et de la force, qui vient en dernier. Bien que je ne sois pas entièrement d'accord, je reconnus l'importance de la vision. Mais comment peut-on entraîner le regard? Car contrairement aux muscles, je n'avais jamais entendu parler d'une méthode pour entraîner la vision. En observant davantage, ton acuité visuelle augmentera-t-elle? L'esprit de l'épée sérieux et un peu taquin m'informa qu'il allait m'enseigner l'art de l'observation pour me montrer à quel point ma vision avait été négligée jusque-là. Curieux, je lui demandai en quoi consistait cette méthode.
Il me dit de regarder devant moi et de fixer mon regard sur le professeur qui faisait cours au tableau. L'esprit me demanda de concentrer mes yeux sur le professeur, puis de mémoriser la scène pendant 10 secondes. Je suivis ses instructions, écarquillant les yeux pour observer chaque détail du professeur. Après 10 secondes, l'esprit me dit de fermer les yeux et me demanda combien de lignes de texte il y avait au tableau. Sa question me surprit comme un coup de tonnerre. N'étais-je pas censé regarder le professeur ? L'esprit expliqua qu'il m'avait demandé de concentrer mon regard sur le professeur, mais pas de le regarder uniquement. Embarrassé, je réalisai que j'avais totalement ignoré le contenu du tableau. L'esprit me réprimanda. Pendant 10 secondes, le tableau était dans mon champ de vision, mais je n'avais retenu que le professeur. Pourquoi ? Parce que j'avais sélectionné ce que je voulais voir. Les gens utilisent leur vision de manière bien moins étendue qu'ils ne le pensent, souvent pour éviter des informations superflues. Tu dois apprendre à exploiter ton champ de vision. Considère la scène devant toi comme une peinture et grave-la tout entière dans ton esprit. Pour ce faire, il me demanda de relâcher mes yeux et d'élargir mon champ de vision. Dorénavant, il ne s'agira pas seulement de mémoriser la vision de 10 secondes, mais chaque instant. Bien que ces exigences me semblassent démesurées, je savais que l'apprentissage d'une épée sacrée ne serait jamais simple. Je me promis de ne pas me plaindre de fatigue. L'esprit me demanda à nouveau de regarder le haut du tableau, toujours pendant 10 secondes. Sans cligner des yeux, je fixai intensément. Léon, qui remarqua mon comportement étrange, se demandait pourquoi je fixais ainsi sans bouger. À la fin du cours, mes yeux étaient extrêmement fatigués et ma tête me faisait terriblement mal. L'esprit de l'épée m'assura que c'était un bon début, que les progrès étaient rapides. Si tes yeux te sont fatigués, ce n'est pas dû à la sécheresse, mais à une tension excessive. Quant au mot des têtes, il résulte de la fonction visuelle peu utilisée jusque-là. C'est comme le développement du muscle, la douleur accompagne l'entraînement. Il me félicita et m'encouragea à poursuivre. L'esprit continuait à me questionner de manière impromptue sur les détails autour de moi. Combien y a-t-il de bougies sur le chandelier dans le couloir? Le garçon lunettes que tu viens de croiser, a-t-il souri? Et combien de fois? Il me demanda aussi si les 12 chambres sur ma gauche étaient éclairées et si la chambre au-dessus l'était aussi. Après une journée d'entraînement, je me retrouvai au lit, mes yeux endoloris au-delà du supportable. L'esprit de l'épée me félicita, trouvant ma persévérance notable, puisque je n'avais demandé ni pause ni abandonné. Bien sûr, même si j'avais voulu, il n'aurait pas accepté de me laisser faire. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas poussé à bout, et cette sensation d'épuisement m'avait manqué. Ce jeune homme avait obtenu l'épée sacrée, un héritage destiné à l'élu. Pourtant, l'esprit de l'épée ne lui enseigna pas des techniques spectaculaires, mais plutôt la précision et la rigueur. Après tout, l'art de l'épée consiste en l'utilisation méthodique de celle-ci. L'esprit de l'épée ne lui enseignait pas les techniques de son propre clan, encore moins l'énergie spirituelle, car nul clan ou famille n'enseignerait de telles compétences à un étranger. De plus, si un individu sans soutien ni réseau comme moi venait à maîtriser soudainement de nouvelles techniques et une grande énergie spirituelle, cela susciterait l'étonnement de ceux qui m'entourent. L'esprit de l'épée me dit donc qu'il attendrait que je quitte l'académie avant de m'enseigner la maîtrise de l'énergie spirituelle. Pour le moment, la chose la plus importante pour moi est de me concentrer sur l'apprentissage de l'observation. En entendant cela, mon esprit de combat s'enflamma. L'esprit de l'épée me rappela toutefois qu'il ne suffisait pas d'avoir du zèle. Au cours des prochains entraînements, si on continue dans la routine, tu risques de te lasser. C'est la raison pour laquelle, à partir de demain, si tu commets des erreurs, tu seras puni. Il ajouta que ce n'était pas pour me tourmenter, mais que prendre des coups fait progresser, et il avait raison. Mon esprit était certes puissant, mais un peu de pression extérieure ne pouvait que m'aider. Je trouvais son raisonnement juste, alors je me dis qu'il serait impossible de répondre correctement à toutes ces questions à partir de demain. Plutôt que d'attendre la punition, je demandais à pouvoir l'expérimenter dès maintenant pour mieux comprendre. En un instant, une violente décharge électrique traversa mon corps pendant 5 secondes, me laissant brûler et affaler sur le lit. L'esprit de l'épée me rassura en disant que c'était la première fois et qu'il n'avait pas bien dosé l'intensité, mais que désormais, la puissance serait ajustée. Cependant, si je continuais à faire des erreurs, l'intensité augmenterait. Allongé dans mon lit, je me demandais si c'était une épée sacrée ou une épée démoniaque. Les jours suivants, je m'entraînais avec l'esprit de l'épée, développant mon endurance et mes compétences en observation. Un mois plus tard, il testa mon observation quotidienne. Combien y a-t-il de pigeons sur le toit? Et lequel a pris son envol le premier? À une autre question, je répondis, ce ne sont pas des pigeons, mais des corbeaux. L'esprit me félicita d'avoir tout bon. Bien que je doive encore me concentrer pour réussir, ces progrès en un mois étaient déjà appréciables. Mon cher Léon, tu as atteint un niveau acceptable. Touché par ce compliment, je lui demandai quel serait le prochain entraînement. Il me permit de rentrer tôt pour me reposer, ce qui n'était pas arrivé depuis un mois. Alors que je célébrais cette pause, j'entendis une voix m'appeler, celle de Léon. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu depuis que j'avais commencé l'entraînement avec l'esprit de l'épée. Il me dit qu'il s'inquiétait pour moi et venait voir comment j'allais. Je lui demandai ce qu'il voulait dire.
Léon répondit qu'il pensait que j'avais abandonné l'idée de le défier, mais en voyant mon regard, il comprit que j'étais toujours déterminé, contrairement aux autres qui se résignaient. Je lui répondis sèchement, lui disant de partir s'il n'avait rien de plus à dire. Il sourit et dit qu'il voulait juste parler un peu, car cela faisait longtemps. Finalement, je m'assis à côté de lui et il me révéla que bien qu'il soit mon camarade, il me cachait son identité. Léon se leva soudainement et déclara qu'il était temps d'en finir. Nous fixerons notre prochain duel comme notre dernier affrontement. Pas de technique spirituelle, seulement l'épée, mais cette fois, nous utiliserons des épées d'acier. Si je perdais, je deviendrais son vassal. Si je gagne, que se passera-t-il ? Léon, en tant que prince, répondit que tant que cela ne nuisait pas à sa réputation, sa famille m'accorderait ce que je voudrais, que ce soit des techniques ou des arts spirituels. J'acceptai et décidai que le duel aurait lieu à ma convenance. L'esprit de l'épée qui m'avait vu accepter avec assurance puis sombrer dans la morosité, se moqua de moi, m'accusant de perdre courage. Je lui dis que je ne doutais pas de mon courage mais de ma réelle progression. Bien que l'entraînement du mois dernier ait été rigoureux, je n'avais pas ressenti de réelle amélioration. L'esprit de l'épée m'assura que j'avais grandi en force, même si je ne le percevais pas. L'observation n'est pas une force physique, c'est un potentiel. Comment pourrais-tu percevoir ta progression si tu ne l'as jamais exploité ? Peu de temps après, le test d'endurance commença. La dernière fois, j'avais fini 9e. Lors des tests d'endurance, l'usage de techniques spirituelles est interdit, mais les premiers rangs sont toujours occupés par les nobles, qui non seulement maîtrisent l'énergie spirituelle, mais consomment aussi des herbes et pratiquent des techniques depuis leur enfance. Obtenir la 9e place était déjà un exploit pour moi. L'esprit de l'épée me demanda le rang de Léon. Il est bien sûr premier. Il observa Léon et ajouta qu'il s'entraînait sérieusement, contrairement à ceux qui ne se reposent que sur leur statut. Le test de condition physique consistait en une course de courte distance autour du terrain d'entraînement, couvrant 2 tours complets pour un total de 800 mètres. La dernière fois, le record de Léon était d'environ 1 minute et 20 secondes, tandis que j'avais dû me donner à fond pour finir en 1 minute et 40 secondes. L'esprit de l'épée me dit de ne pas m'inquiéter. À présent j'avais changé, et il était là pour me soutenir. Très vite, ce fut mon tour de passer le test de condition physique. Au signal du professeur, nous nous sommes élancés comme des flèches décochées. À la stupéfaction générale, y compris celle de Léon, je me retrouvai en tête, laissant les autres loin derrière moi. Lorsque j'atteignis la ligne d'arrivée, la jeune fille chronométrant balbutia timidement « Léon, 1 minute et 20 secondes ». Ce résultat semblait incroyable pour tout le monde, même le professeur s'approcha pour me demander si j'avais appris à utiliser l'énergie spirituelle. Je répondis que non, alors il me demanda s'il pouvait vérifier en introduisant une infime quantité d'énergie spirituelle dans mon corps, afin de voir s'il y aurait une réaction de rejet. Après confirmation que je n'avais pas encore acquis l'énergie spirituelle, le professeur me félicita, il était impressionné par les progrès réalisés en quelques semaines à peine. Il me demanda de partager mes méthodes d'entraînement avec les autres. Je lui expliquai que je faisais simplement des exercices de base régulièrement. Le professeur consulta les registres d'entraînement, qui montraient que j'étais là tous les jours, et il encouragea tout le monde à suivre mon exemple. Le regard de Léon à mon égard avait également changé. Je demandai à l'esprit de l'épée ce qui se passait. L'esprit m'expliqua qu'il avait concentré mon entraînement sur le système nerveux en utilisant des décharges électriques pour stimuler mes muscles. En un mois, cette technique m'avait permis d'apprendre les bases de l'observation, car je voulais échapper à cette douleur. Je voulais remercier l'esprit de l'épée, mais il m'arrêta en disant qu'il ne faisait que son devoir de sainte épée. Tout s'était bien passé aujourd'hui, et j'étais de bonne humeur, même si je ne pouvais m'empêcher de penser que cette sainte épée ressemblait davantage à une épée maudite. On disait qu'elle renfermait l'esprit et la personnalité du roi Roderick, mais je me demandais si ce roi n'était pas un roi démoniaque. L'après-midi, les résultats furent publiés. Je me classais 2e, tandis que Léon était toujours premier avec un temps d'1 minute et 10 secondes. L'esprit de l'épée me dit de ne pas me soucier de cela. Après tout, il était irréaliste de penser que je pourrais battre Léon en seulement 1 mois d'entraînement. Je serrai les poings et lui répondis que j'étais conscient de cela, mais désormais, l'écart entre Léon et moi était passé du 1er et du 9e rang au 1er et au 2e. Je savais que je le vaincrais un jour. L'esprit de l'épée me conseilla de quitter l'académie pour m'entraîner ailleurs, car il n'y avait pas d'opportunité de combat réel ici, et ce n'était pas le bon moment pour m'enseigner des techniques d'épée. L'apprentissage des techniques de la sainte épée nécessitait l'énergie spirituelle, et à l'académie, je ne pouvais que renforcer mes bases. L'important était d'atteindre un haut niveau de condition physique, de sorte que même Léon ne pourrait pas me dominer complètement. Il me conseilla également de rechercher des occasions de combat réels, mais je me demandais où trouver de tels adversaires. Puis une opportunité se présenta. Dans les couloirs de l'académie, 3 étudiants de la classe noble m'arrêtèrent et m'accusèrent d'avoir corrompu le professeur pour obtenir le 2e rang au test de condition physique. Je compris alors que le fait de surpasser des nobles dans ce test les avait profondément irrités. Je leur dis en souriant que s'ils n'étaient pas satisfaits, ils n'avaient qu'à se plaindre auprès du professeur.
Cependant, ces jeunes gens arrogants ne cherchaient qu'une excuse pour se battre. Juste au moment où j'allais les provoquer davantage, une voix s'éleva. Elle nous demandait de rester calmes, en précisant que bien que je sois un roturier, j'étais un étudiant de l'Académie royale comme eux. Tous les regards se tournèrent vers l'auteur de ces paroles, le jeune maître Edmond. Il expliqua aux autres qu'ils devraient me punir de manière digne pour refléter leur noblesse. À ces mots, ses camarades se mirent à l'acclamer, ce qui irrita même l'esprit de l'épée. Edmond s'approcha de moi et s'excusa pour cette première rencontre conflictuelle, il espérait que j'accepterais une proposition de sa part. Je l'interrompis alors et lui demandai de se dépêcher de parler, car j'étais pressé d'aller manger. Ses amis crièrent qu'il était impoli de s'adresser ainsi à Edmond, mais celui-ci les calma et me demanda si j'acceptais de m'affronter à eux sous la surveillance d'un instructeur. Je compris qu'il cherchait à m'humilier, car il n'avait pas précisé qu'il serait interdit d'utiliser l'énergie spirituelle lors du duel, ce qui signifiait qu'il pourrait l'utiliser contre moi. Si je refusais, ils m'accuseraient probablement d'avoir soudoyé l'instructeur, mais si j'acceptais, ils auraient un avantage. Je remarquai Léon parmi la foule et réalisai qu'il aurait pu intervenir pour me sortir de cette situation s'il le souhaitait, mais je décidai que je ne demanderais jamais l'aide d'un adversaire. Ainsi, j'acceptai leur défi à leur grande surprise, car ils ne s'attendaient pas à ce que j'aie le courage de le faire. Cependant, je posai quelques conditions, le juge serait l'instructeur Helmut, et je n'affronterais qu'un adversaire par jour. Si je gagnais, il devrait promettre de ne plus jamais douter de moi. En choisissant Helmut, je m'assurais qu'aucune tricherie ne serait possible, car il était l'instructeur le plus strict de l'académie. Après une brève réflexion, Edmond accepta, bien qu'il trouvât dommage de ne pas pouvoir me corriger autant qu'il l'aurait souhaité. De retour dans ma chambre, je ne pus m'empêcher de me plaindre à l'esprit de l'épée de la façon étrange dont les occasions de combat s'étaient présentées à moi. L'esprit rit et me dit que c'était une bonne chose, même si je ne savais pas si je pouvais battre mes adversaires sans utiliser l'énergie spirituelle. Il décida alors de m'expliquer ce qu'était l'énergie spirituelle en me montrant une projection de mes propres capacités, ainsi que celle d'Edmond. En observant la comparaison des données entre moi et Edmond, je me demandais, cet Edmond était-il si faible ? Il était pourtant le second fils de la famille du comte, et normalement il aurait dû avoir une force exceptionnelle après avoir absorbé tous les élixirs spirituels et suivi un entraînement rigoureux depuis son enfance. L'esprit de l'épée m'expliqua que même s'il avait consommé beaucoup d'élixirs, sans pouvoir les absorber correctement, cela ne faisait pas de différence avec des compléments alimentaires. Son entraînement ne pouvait pas être comparé au mien. Sans énergie spirituelle, ses capacités physiques atteignaient tout juste un niveau de 80, tandis que grâce à mon propre effort et l'aide de l'esprit de l'épée, j'avais franchi cette limite. Encouragé par les mots de l'esprit de l'épée, mon regard s'endurcit. Comment pouvais-je perdre face à quelqu'un comme Edmond ? Lorsqu'un étudiant boursier de l'académie affrontait 4 nobles sur un ring, qui pourrait en sortir indemne ? Avant le combat, l'instructeur Helmut tenta d'abord de me dissuader, mais en voyant ma détermination, il abandonna et m'encouragea même à bien corriger ses prétentieux. Rapidement, je montai sur le ring. Le premier noble que j'affrontais était agacé de m'avoir attendu si longtemps. Sans lui accorder d'attention, je me tournai vers l'instructeur et lui dis que j'étais prêt à commencer. Ainsi débuta mon premier duel. Léon et Chloé étaient là pour m'encourager, mais tous étaient un peu inquiets, car ne pas utiliser d'énergie spirituelle était un sérieux désavantage, surtout face à des épées en bois imprégnées d'énergie. L'esprit de l'épée me demanda si je souhaitais connaître les capacités de mon adversaire, mais je refusai, même si cet homme était fort, il n'était qu'un des sbires d'Edmond. Alors que le noble s'élançait vers moi, je remarquai immédiatement la trajectoire de son attaque, un coup diagonal de haut en bas, bourré d'ouverture. Alors qu'il atteignait ma portée, il sembla soudain ralentir. Sans hésiter, je l'esquivai d'un coup et me retrouvai derrière lui. L'instructeur Helmut ouvrit grand les yeux, tout comme les autres nobles venus me provoquer. Même Léon et Chloé se couvrirent la bouche de surprise. Il ne me fallut qu'un coup pour le faire tomber à terre. Alors que je croyais avoir gagné, il se releva maladroitement, affirmant que je ne devais pas penser l'avoir battu avec un simple coup. L'instructeur Helmut intervint, déclarant qu'il avait perdu, mais j'acceptai un autre round pour lui montrer que cela m'était égal. Surpris, il me regarda, mais je me mis en position, prêt à reprendre le combat. Cette fois, l'esprit de l'épée me conseilla de ne pas abréger le combat, car c'était une opportunité parfaite pour m'entraîner. J'acquiesçai en souriant. Lorsque le noble s'élança de nouveau, je pus voir chacun de ses mouvements, comme si tout se déroulait au ralenti. Je le devançai de plusieurs fractions de seconde. L'esprit de l'épée commenta que j'avais déjà assimilé ses habitudes de combat, ce qui me permettait de prédire ses attaques. Soudain, un bruit retentit alors que mon épée en bois se brisait sous son coup, car il avait commencé à utiliser de l'énergie spirituelle. Malgré cela, je pouvais toujours anticiper ses mouvements. Alors qu'il m'intimait de cesser d'esquiver, je trouvais cela comique. Il semblait attaquer sans plan, épuisant ses forces sans réfléchir à son endurance. Même renforcé par l'énergie spirituelle, son impact était minime. Profitant d'un moment où il trébucha légèrement, je l'attaquai à la jambe, le forçant à se retirer en criant que mes techniques ne suffiraient pas à le vaincre.
Pourtant, avant qu'il ne termine sa phrase, je surgis devant lui enchaînant 10 coups rapides qui le laissèrent à terre. L'esprit de l'épée me demanda comment je me sentais. Je répondis que c'était un bon entraînement. Le noble au visage meurtri se leva pour déclarer forfait, et l'instructeur leva ma main pour annoncer ma victoire. Les applaudissements et les acclamations résonnèrent, tandis qu'Edmond et ses partisans grinçaient des dents de frustration. Les jours suivants, je battis les autres nobles, les envoyant à l'infirmerie, ne laissant qu'Edmond. Aujourd'hui, c'était le jour du duel contre lui. L'esprit de l'épée plaisanta en disant que mes adversaires étaient vraiment faibles malgré leur utilisation d'énergie spirituelle. Je le rassurai en lui disant que ce dernier adversaire serait différent. En entrant sur le ring, j'observai Edmond. Avec le soutien de l'énergie spirituelle, il était plus rapide et plus fort que moi. Mais sa technique secrète, bien que de bas niveau, restait une menace inconnue. Au début du duel, l'instructeur annonça le départ et une onde d'énergie fendit l'air, effleurant mon visage. En voyant sa posture, je compris que je ne pouvais pas riposter immédiatement, car sa vitesse dépassait la mienne. Edmond me dit alors que même si j'étais un roturier arrogant, je méritais peut-être d'être recruté sous son aile, effaçant ainsi nos différends. Je répondis par une attaque soudaine, égratignant son visage. Furieux, il lança que je m'étais montré insolent avec mes capacités inutiles. En entendant cela, l'esprit de l'épée ne pourrait croire en cette déclaration insultante. Il intervint, me rappelant de ne pas lui faire regretter cet entraînement. En regardant cet enfant insolent, je ne peux m'empêcher de penser à ce proverbe. La roue tourne tous les 30 ans, et parfois même tous les 300 ans. Moi, une épée ayant vu des siècles ridiculisée par un foutu garçonnet, c'est impensable. Je le sais, l'esprit de l'épée est furieux, et les conséquences seront terribles. L'esprit me dit de bien observer ses dents éclatantes pendant qu'il sourit, car en tant que disciple, c'est à moi de défendre l'honneur de mon maître. Après le combat, si toutes ses dents sont encore intactes, il me promit sa punition la plus sévère. Je serre fermement mon épée de bois, quelques dents en moins ne suffiront pas, il va falloir lui en faire perdre plusieurs. Edmond, inconscient du changement, se retrouvait face à une furie, une rage destructrice émanait de moi. Dans un assaut soudain, je fonçai sur lui, et mes attaques le débordèrent complètement. Les spectateurs incrédules étaient stupéfaits de voir le jeune Edmond en difficulté. Léon cependant, rétorqua, bien que Léon soit très menaçant, Edmond reste stable, si ça continue ainsi, Léon risque de s'épuiser. Et il avait raison, je sentais déjà mes forces faiblir, sans l'aide de Laura, comment pourrais-je rivaliser ? Edmond avec arrogance, me conseilla d'abandonner et de m'agenouiller pour supplier. Mais je lui répondis qu'il devrait songer à faire de même. Mes yeux rivés sur lui, je tentais d'anticiper chacun de ses mouvements grâce aux leçons de l'esprit de l'épée. Mon maître m'avait enseigné à voir chaque geste en avance, comme s'il bougeait au ralenti. Soudain, j'aperçus une faille dans sa technique. Cette fois, je parvins à esquiver ses attaques et même à riposter. Edmond était déconcerté. Comment se pouvait-il qu'un simple roturier, sans aura, parvienne à parer ses coups ? L'instant suivant, Edmond déconcerté, prit conscience que je venais de briser son offensive. Pour la première fois, il recourut à son art secret, la technique croissant de lune du clan Bourbon. Mais je l'avais compris trop tard et ne pouvais plus esquiver. Alors que son coup allait m'atteindre, je rassemblai toute ma force et réussis un périlleux salto arrière, échappant de justesse à son attaque fatale. Mon épée s'abattit lourdement sur son épaule gauche, le forçant à reculer. Léon murmura à Chloé que plus encore que sa blessure, c'était l'échec de sa technique secrète qui ébranlait Edmond. Edmond, refusant de céder, affirma qu'avec un peu de persévérance, même avec un bras, il pourrait encore me battre. Mais je fis un pas en avant, abattant mon épée sur la sienne, la lui faisant lâcher, puis j'abattis mon épée sur son beau visage, le propulsant au sol, plusieurs de ses dents volant au passage. L'arène éclata d'applaudissements et de cris de victoire alors que l'instructeur Helmut levait mon bras, m'acclamant vainqueur. Après le combat, l'esprit de l'épée me félicita pour cette belle victoire, s'assurant que cet arrogant avait utilisé toutes ses techniques futiles sans pouvoir l'emporter sur moi. Ce combat achevé, Edmond et ses partisans répandirent des rumeurs sur moi, affirmant que j'avais été choisi par une prestigieuse famille, que j'avais pris une potion extraordinaire, voire que j'étais une arme secrète du royaume. Ces ragots, aussi insensés soient-ils, circulaient partout. Chloé vint alors vers moi, et nous engageâmes une discussion à l'abri des regards, où elle me confia que tout le monde parlait de moi. On dit que tu as grandi si vite parce que tu as trouvé une épée magique. À cette remarque, des larmes coulèrent de mes yeux sans que je puisse m'en empêcher. Inquiète, Chloé tenta de me rassurer. Ne laisse pas ces commérages te perturber. Mais ce n'était pas à cause des rumeurs. L'esprit de l'épée, bien que sévère et parfois acerbe, m'a sauvé des abîmes. Si sauver le monde incombe au héros, me sauver m'a incombé à moi guidé par l'esprit de l'épée. Alors je me devais de devenir plus fort pour supporter ce fardeau. À présent, Léon semblait enfin être digne d'être sérieusement formé. Soudain, je ressentis un froid glacial parcourir mon corps. Chloé, inquiète, me demanda ce qui n'allait pas. Peu après, elle se leva pour partir, mais avant de partir, elle me dit qu'elle trouvait que mon état d'esprit s'était grandement amélioré par rapport à avant. Maintenant,
Maintenant, tu donnes l'impression de quelqu'un qui, sans anxiété, regarde calmement vers l'horizon. Tu ressembles beaucoup à Léon, mais avec quelque chose de différent. Tout en me dépassant, elle me rappela aussi de discuter avec Léon, qui, mis à part moi, semblait ne pas avoir d'autres amis dans la classe. Bien que j'ai acquiescé de manière formelle, une fois de retour dans ma chambre, je me confiai en silence à Chloé, car le prochain duel serait mon affrontement final contre Léon. Cette fois-là, l'élu et le fils du destin allaient se disputer l'amour d'une jeune fille, et c'est celui qui l'emporterait qui pourrait l'avoir à ses côtés. En ce moment même, je m'entraînais à perfectionner mes techniques de combat. Pourtant, mon épée en bois se brisait sous l'intensité de mes mouvements. La nouvelle technique que j'apprenais, si elle réussissait une seule fois, augmenterait mes chances de succès. Au moment du duel contre Léon, nous allions manier une lame bien plus résistante que l'épée en bois, mais cette technique resterait mon arme secrète, utilisable une seule fois. Face à un talent comme Léon, répéter la même technique serait désastreux, car il trouverait aussitôt un moyen de contrer. Dans cet affrontement, il fallait non seulement surpasser ses compétences techniques, mais aussi anticiper ses pensées pour remporter la victoire. L'esprit de l'épée, en entendant cela, rit doucement et demanda si j'étais si préoccupé par l'aura impressionnante que Léon dégageait l'autre jour. J'admis que c'était le cas. Léon affichait une maîtrise impressionnante, il possédait une aura ultime, savait manier l'énergie de l'épée, et pouvait même utiliser cette énergie en dehors de son corps, un exploit que même beaucoup de professeurs n'atteignent pas. Les chevaliers de talent parviennent difficilement à ce niveau, souvent vers la trentaine, mais lui avait déjà acquis cette puissance avant même d'atteindre l'âge adulte. Comparé à lui, je me rendais compte que ma vitesse et ma force étaient moindres, mais que j'avais un léger avantage en endurance. Il était très fort, mais il n'était pas dit que je ne puisse pas le battre. L'esprit de l'épée trouvait mon état d'esprit encourageant et m'offrit des conseils divers pour que je me prépare à ce duel contre Léon dans les meilleures conditions et augmente mes chances de victoire. En réponse, je demandai à l'esprit de l'épée ce qu'il avait prévu si jamais je perdais face à Léon. Celui-ci refusa de répondre, considérant cela comme une épreuve supplémentaire pour moi. D'un ton solennel, il me rappela que puisqu'il m'avait accordé cette opportunité précieuse, je devais être prêt à relever des défis d'une rigueur sans pareille. Je trouvais pourtant que la première épreuve était déjà particulièrement difficile. Il affirma que cette bataille serait peut-être le tournant de mon destin et que si je parvenais à vaincre Léon, il me révélerait tout ce qu'il savait. C'est ainsi que je repris mon entraînement sous les lueurs du crépuscule, jusqu'à ce que la nuit tombe, accompagnée d'une pluie battante. À ce moment, Léon discutait de moi avec Gilbert. Celui-ci pensait que ma victoire sur Edmond n'était pas surprenante, mais il ne s'attendait pas à ce que je surpasse Léon. Lors de leur dernière conversation, le comte avait d'ailleurs mentionné que ma force était ordinaire. En effet, avoir vaincu le second fils du comte Bourbon sans la maîtrise de l'énergie spirituelle rendait mon potentiel incontestable. Léon dit alors à Gilbert que j'étais venu lui parler pour lui dire que j'étais prêt, notre duel allait bientôt commencer. Avant de se lancer, Léon confia une mission cruciale à Gilbert. Il comptait bien me vaincre et me faire devenir son chevalier, et de Chloé ça? Quant à moi, j'étais déjà arrivé dans l'arène lorsque le tonnerre gronda soudainement, ébranlant le ciel et la terre, comme si quelqu'un me favorisait. L'esprit de l'épée se moqua en disant que ce n'était pas surprenant de voir un tel spectacle pour un duel aussi important. Le juge serait encore le professeur Helmut, mais cette fois, il n'y aurait pas de spectateurs, comme Léon l'avait exigé, pour que rien ne perturbe sa concentration. Contrairement à Edmond qui avait rassemblé du monde pour m'humilier, nous ne serions observés que par Helmut et un autre spectateur. À ma grande surprise, l'esprit de l'épée devina qu'il s'agissait de Chloé. Je fus choqué, ne comprenant pas pourquoi elle était là. L'esprit de l'épée expliqua que Léon savait que j'avais des sentiments pour Chloé et qu'il espérait briser mes espoirs en prouvant que je n'avais aucune chance face à lui. Je me rappelai alors que Léon m'avait dit que si je perdais, je deviendrais son serviteur. Enragé, je jurai de le battre dans ce duel décisif qui scellerait notre destin. Si je perdais, je deviendrais son subordonné, mais il voulait aussi écarter tout obstacle potentiel dans notre relation de suzerain et vassal. Cette approche était typiquement celle de Léon, cherchant à manipuler sentiments et relations humaines avec une supériorité condescendante. Cependant, cette manière de faire propre au noble était irritante. L'esprit de l'épée me demanda si cela m'énervait, ce à quoi je répondis que oui. Le fait qu'il ait amené un spectateur, c'était déjà trop, et je comptais bien lui donner une leçon. Arrivé sur le terrain, je lui lançai que c'était lui qui était en retard, et il me répliqua, tout sourire, que le spectateur était dans un endroit où nous ne pourrions pas le voir. Selon lui, il ne fallait pas qu'on se laisse distraire pour éviter que cela ne serve de prétexte. Je lui dis de cesser de parler et de commencer. Cependant, il m'arrêta et sortit une pilule d'un flacon avant de la prendre devant moi. Il m'expliqua que c'était une pilule d'énergie spirituelle. Bien qu'il ait promis de ne pas utiliser cette énergie, elle pourrait se manifester involontairement, risquant de causer une tragédie. En entendant cela, j'acquiesçai. La bataille s'annonçait intense. Cette fois, nous n'utiliserions pas d'épée en bois, mais bien de vraies épées d'acier. Léon arborait un visage sérieux, tandis que je me concentrais de toutes mes forces. Lorsque le professeur Helmut annonça le début du combat, nos épées s'entrechoquèrent violemment.
D'un simple coup, il dévia mon épée, contrant mon attaque avec aisance. L'impact me fit ressentir une douleur vive dans la main. Je pensais pouvoir lui tenir tête, mais face à lui, je me rendis compte que je ne pourrais pas tenir plus de 30 secondes. Soudain, Léon prit une profonde inspiration et se précipita vers moi avec un coup de taille rapide que j'eus tout juste le temps de parer. Je ressentis la lame de son épée tel un fouet, le niveau de Léon dépassait celui d'Edmond de bien des manières. Même en utilisant la technique de perception que l'esprit de l'épée m'avait enseignée, je ne parvenais pas à voir clairement les mouvements de Léon, car ses mouvements étaient plus flous que tout ce que j'avais vu auparavant. Je m'ordonnais de rester calme et de compenser la partie manquante avec les techniques et l'expérience accumulées lors de nos précédents duels. Plus loin, Gilbert observait le combat, incrédule. Était-ce vraiment un affrontement entre élèves? L'instructeur Helmut soupira en silence, constatant que malgré l'absence d'énergie spirituelle, notre maîtrise de l'épée et notre style de combat surpassaient celui de nombreux chevaliers en poste. Pour ma part, je ne pus m'empêcher de penser que Léon était véritablement un monstre. Mais lui aussi était surpris, je m'étais considérablement amélioré à son insu. Gilbert regarda Léon, conscient de son talent exceptionnel et de sa force éclatante. Puis, il tourna son regard vers moi, surpris de voir que ce jeune garçon pouvait rivaliser avec le prince. Alors que les attaques de Léon devenaient de plus en plus intenses et imprévisibles, il déclencha un coup fatal, que je réussis néanmoins à esquiver. Léon fut stupéfait, son coup fatal, qu'il croyait imparable, n'avait pas pu m'atteindre. Ma protection avait été tranchée, et j'avais réussi à le blesser en retour. Tandis que ses cheveux se mouvaient au rythme du combat, il s'épuisa peu à peu, me fixant avec étonnement. Dès le début, il avait remarqué que mes attaques, hormis la première, étaient plutôt légères. C'était pour transformer ce duel en épreuve d'endurance. Essoufflé moi aussi, je constatais qu'il avait perçu ma stratégie. En le pressant continuellement, je tentais de le fatiguer pour éroder peu à peu son avantage. Cette tactique de longue haleine nécessitait une concentration absolue et aucune erreur. Léon cependant, comprit mon désir ardent de le vaincre et résolut de briser mon esprit. Il savait que jamais Léon, le fier guerrier, ne s'inclinerait autrement. Il prit alors la décision de puiser dans ses forces pour lancer un dernier assaut. Gilbert, en voyant cela, fut stupéfait. Le prince allait utiliser une technique secrète de la royauté, le saut éclatant. Ce saut éclatant permettait de concentrer muscles et sang pour atteindre une puissance dépassant les limites corporelles. Même sans l'énergie spirituelle, sa force en était presque intacte. Face à ce pouvoir royal, je dus maximiser mon usage de la perception. Je parvins à éviter de justesse l'attaque de Léon. Léon fut surpris, avait-il sous-estimé la puissance de sa technique? Mais bien que j'ai esquivé, mon bras avait subi une blessure. Je murmurai pour moi-même, alors, c'est cela le saut éclatant? Tout en constatant qu'il n'avait pas utilisé d'énergie spirituelle. À cet instant, l'esprit de l'épée murmura à mon oreille, confirmant que Léon n'avait effectivement utilisé aucune énergie. Son intervention me surprit. L'esprit m'expliqua que le corps humain était bien plus rapide et puissant que je ne l'imaginais, et qu'il existait des techniques visant soit à renforcer la vitesse, soit la force et l'endurance. Il m'encouragea à ne pas sous-estimer les capacités humaines. Mais à cet instant, Léon leva de nouveau son épée vers moi en grondant contre ma distraction. « Tu es trop imprudent !» Je bloquai son attaque tout en le taquinant, lui disant qu'il utilisait enfin une technique unique. Pourtant, ce n'était pas de l'insouciance, mais la surprise de l'intervention soudaine de l'esprit qui avait perturbé mon rythme, laissant Léon prendre le contrôle du combat. Léon, me poussant aux abords de l'arène, me contraignit à quelques pas de la défaite. Depuis le début, il ne cessait de me harceler d'attaques incessantes, mais maintenant, je le regardais avec assurance, sans la moindre peur. Gilbert, témoin de la scène, trouva difficile de croire ce qui se passait. À ce niveau, Léon aurait dû être incapable de faire face à la technique de Léon. Mais comment pouvait-il, maintenant, adopter une position offensive? Je réalisais que pour gagner, ma seule chance était de continuer à compter sur son faible avantage d'endurance, espérant qu'il se fatigue sous l'effet du saut éclatant. Mais cette stratégie fragile n'était pas ma meilleure option. Souriant légèrement, je me moquais de moi-même. Léon, surpris par mon sourire, ne comprenait pas la raison de mon amusement. Avec une détermination nouvelle, je serrai mon épée, regardant devant moi avec conviction. Ce que je devais croire, ce n'était pas dans une stratégie incertaine, mais dans la force accumulée par mes propres efforts. Mon regard changea, devenant plus résolu que jamais. Léon, en me voyant ainsi, fut pour la première fois impressionné par la grandeur de celui qu'il voyait comme son frère aîné, Léon. Il sourit lui aussi, car il savait que rien ne l'empêcherait de faire de moi son fidèle lieutenant. Léon se prépara à utiliser une nouvelle fois le saut éclatant, malgré les risques pour son corps. Gilbert, observant cela, jugea son choix imprudent, car sans l'appui de l'énergie spirituelle, cette technique dépassait les limites du corps humain. L'instant suivant, nous nous affrontâmes à nouveau de front, et dans une attaque rapprochée, je brisai son épée. Léon regarda avec incrédulité son arme brisée. L'esprit de l'épée me félicita, mes heures de pratique avaient payé. Je lui expliquai que ce coup décisif s'inspirait d'une technique propre à Edmond, le croissant transperçant, à laquelle j'avais ajouté ma propre compréhension pour coordonner parfaitement mes mouvements.
Le nombre d'épées que j'avais brisées pendant mon entraînement dépassait largement celui de Léon. Pour lui, dépasser ses limites physiques était plus aisé grâce à son talent exceptionnel, mais il n'avait pas poussé l'endurance de ses épées autant que moi. Si nous avions utilisé de véritables épées, l'issue aurait pu être bien différente. Tenant mon épée face au futur roi, je lui annonçai en souriant, « Cette fois, Léon, j'ai gagné. » Gilbert s'approcha, confirmant que le vainqueur de ce duel était Léon. L'esprit de l'épée me demanda alors, « Si tu avais perdu, tu serais devenu le subordonné de Léon, mais maintenant que tu as gagné, qu'as-tu envie de demander ?» Je repensai à la promesse de Léon, qui m'avait offert ses techniques secrètes et ses connaissances sur l'énergie spirituelle si je le souhaitais. Cependant, ayant remporté la victoire, je me rendis compte que je n'avais rien de particulier à demander pour l'instant. Léon me dit alors qu'il honorerait son engagement. Je lui répondis en souriant, « Nous en reparlerons plus tard, car pour l'instant, je n'ai vraiment besoin de rien. » Juste après notre affrontement, même si j'avais vaincu Léon, mon corps était douloureux d'épuisement. À ce moment-là, des mains apparurent devant moi et exécutèrent immédiatement un sort de guérison. Mon corps meurtri retrouva en un instant une sensation de légèreté grâce aux soins que Chloé me prodiguait. Je la remerciai pour sa bienveillance, en remarquant combien il avait été éprouvant pour elle d'assister à notre combat. Les yeux embués, elle répondit qu'elle ne comprenait pas ce que signifiait « perdre » ou « gagner » dans ce contexte. Puis elle essuya ses larmes et me dit « Léon, tu as vraiment beaucoup progressé, comptes-tu quitter l'académie ?» Je fus surpris qu'elle soit au courant, et elle s'exclama « Idiot! Crois-tu que je ne te connaisse pas? Même si je te conseillais, tu n'écouterais pas. Dès le début, tu as toujours aimé te lancer dans des défis que d'autres pensent impossibles. Et tu les as toujours surmontés, n'est-ce pas ?» En réalité, ce duel avec Léon avait duré bien plus longtemps que je ne l'avais prévu, mais en termes de difficulté, c'était déjà un exploit de l'avoir remporté aussi vite. Nous éclatâmes de rire, et je lui dis au revoir en la rassurant, j'allais bien, et elle devrait aller voir Léon, et lui donner un coup de poing pour moi. Chloé me regarda, hésitant. « Vraiment? Tu veux que je le frappe au lieu de le soigner ?» Je répondis en souriant, en effet, il semble ne pas être blessé, mais je suis sûr qu'il est profondément affecté par cette défaite, en train de broyer du noir quelque part. Ce dont il a besoin maintenant, c'est le réconfort de son ami, afin qu'il puisse dans cet échec pour se relever. Elle acquiesça, regardant mon dos s'éloigner, et finit par me demander ce que j'allais faire après avoir quitté l'académie. Je lui fis signe que cela resterait un secret pour l'instant, puis je partis, avec elle priant silencieusement pour moi. L'esprit de l'épée, observant la scène, s'étonna. Un mage qui prie pour les autres. Quelle surprise. Je lui répondis que Chloé était une personne extraordinaire. Il y a longtemps, j'aspirais à devenir quelqu'un de spécial, m'entraînant sans relâche pour pouvoir me tenir la tête haute à leur côté. Pourtant, je me heurtais sans cesse au fossé de statut et de talent, qui semblait infranchissable. Devant ces deux êtres particuliers, je fus torturé par un profond sentiment d'infériorité, jusqu'à ce que je rencontre l'épée sacrée, qui trancha cette racine d'insécurité en moi et me libéra de leur ombre. Dès lors, j'allais devenir un guerrier. Peut-il y avoir quelqu'un de plus spécial qu'un guerrier dans ce monde? L'esprit de l'épée se moqua de moi, trouvant mon désir bien ordinaire. Je lui demandai s'il était déçu, et il répondit « Comment pourrais-je l'être? Aspirer à la gloire et aux honneurs n'a rien de mauvais, et il n'y a rien de mal à poursuivre ses rêves avec ardeur. Tant que tu suis la bonne voie, ces désirs sont la preuve de ta force en tant qu'humain, et c'est la raison pour laquelle je t'ai choisi. » En fait, le vrai candidat destiné à être guerrier n'était pas moi, mais ce jeune homme, Léon. L'esprit de l'épée révéla qu'il était l'héritier direct de la famille royale de Clyde, censé selon la prophétie, rétablir la grandeur de l'Empire. J'étais abasourdi, me rendant compte que j'avais usurpé le rôle de héros destiné à Léon. Finalement, je compris que ce duel avait aussi été un test pour moi. L'esprit de l'épée confirma, « Exact, et tu as réussi, un vrai guerrier ne devrait pas être choisi par prophétie ou par oracle, il forge son destin avec sa propre force et sa volonté. » Le lendemain, je demandai à quitter l'académie. L'instructeur Helmut m'écrivit une lettre de recommandation en guise de diplôme, regrettant mon départ. Le duel que j'avais mené avec Edmond et les autres inspira tant les classes de roturiers que celles des nobles à s'entraîner plus intensément. Tandis que je m'éloignais de l'académie, je savais que je n'y retournerais jamais. En chemin vers Brenne, la ville libre des aventuriers, j'empoignai l'épée sacrée à la demande de l'esprit. À quel point pourrais-je devenir puissant? Depuis mon départ de l'académie, je campe dans la forêt, un lieu habité par des aigles gigantesques et envahi de gobelins. Ces circonstances m'offrirent de nombreuses opportunités d'entraînement et me permirent de m'adapter progressivement à l'usage de l'épée sacrée. Après un certain temps, j'atteignis enfin l'objectif que je m'étais fixé en quittant l'académie. On pouvait apercevoir la ville de Blaine au loin, encore quelques pas et je pourrais enfin profiter d'un lit douillet. L'esprit de l'épée me fit remarquer que j'avais mis une semaine de plus que prévu pour sortir de cette forêt. Au début, les gobelins me donnaient bien du mal. Maintenant, je pouvais en tuer 7 en 10 secondes, grâce aux techniques de pas que l'esprit de l'épée m'avait enseignées dans la forêt.
Cette progression me fit exprimer ma reconnaissance à l'esprit de l'épée, c'était incontestable que j'étais devenu bien plus puissant que lorsque j'étais entré dans la forêt. Désormais, je brûlais d'envie de me lancer dans l'extermination des monstres. Voyant ma détermination, l'esprit de l'épée me conseilla de patienter, expliquant que mon corps, tel un réceptacle, n'était pas encore complètement formé, et que le processus de chasse aux monstres servait à remplir ce réceptacle. Si l'on ajoutait quelque chose avant la maturation du réceptacle, cela ne ferait que se perdre inutilement. Je gravai ces paroles dans sa mémoire. Finalement, nous sommes arrivés à Blaine. Une fois passées les portes de la ville, je ne pus m'empêcher d'admirer l'influence de ma carte d'étudiant de l'académie, tandis que l'esprit de l'épée, peu impressionné, déclara qu'il n'avait pas encore vu grand-chose. Pour lui, cette ville que je voyais comme prospère, n'était qu'un village de montagne insignifiant. Je fus choqué d'entendre l'esprit de l'épée qualifier de village cette ville animée. Ce dernier m'expliqua que 3 siècles plus tôt, il existait déjà des dizaines de villes de cette taille. Celle-ci n'était ni très grande ni très bien organisée, et la sécurité y laissait sûrement à désirer. Je me rendis compte que j'avais vu bien peu de choses du monde. L'esprit de l'épée me demanda où je souhaitais aller en premier, et je répondis que je voulais me rendre à la guilde. Bien que cela ne soit pas urgent, je préférais m'inscrire rapidement pour devenir aventurier, bien que le métier de mercenaire ait aussi ses avantages. Cependant, il est relativement limité, et je ne souhaitais pas me mêler aux querelles des nobles. Devenir aventurier spécialisé dans la chasse aux monstres était pour moi le meilleur choix pour exploiter pleinement mes capacités de guerrier. L'esprit de l'épée approuva cette décision, car le sceau de l'épée sacrée mettrait encore du temps avant de se libérer. Dans la forêt, j'avais non seulement suivi un entraînement, mais j'avais aussi appris de nombreuses choses sur l'épée sacrée. La plupart de ses pouvoirs étant scellés, elle ne pouvait pas encore conférer à son porteur une quasi-immortalité et des capacités physiques surhumaines, ni causer de terribles dommages aux monstres en utilisant l'aura divine. Pour pouvoir manier l'épée sacrée librement, je devais encore renforcer mon propre pouvoir. Je me rendis rapidement à la guilde, où je réussis à m'inscrire comme aventurier grâce à son certificat de l'Académie royale et une lettre de recommandation de Helmut. Mon rang initial était intrigué, je demandai à la réceptionniste quel privilège cela me conférait. Elle m'expliqua que les aventuriers de rang D n'avaient pas à faire de tâches mineures et pouvaient accomplir des missions réelles. En accumulant des accomplissements, je pourrais bientôt passer au rang C, mais pour atteindre le rang B, je devais manier des armes d'aura, ce qui nécessiterait davantage de temps. Je compris alors que je devais maîtriser l'aura au point de l'utiliser pour former des armes capables de couper la pierre et de déchirer l'acier. Je me demandais alors quelle puissance pouvait atteindre un aventurier de rang A. Où est-ce l'esprit de l'épée me ramena à la réalité, attirant mon attention sur la diversité des membres de la guilde, incluant des orques et des elfes, autrefois ennemis. Je fus impressionné par la vision de celui qui avait fondé cette organisation. La réceptionniste m'annonça que l'inscription était complète et que pour commencer officiellement comme aventurier, je devais d'abord accepter une mission gratuite. Bien que je fus contrarié, je compris que cela signifiait aussi être reconnu par la guilde. L'esprit de l'épée me consola, expliquant que l'union de l'épée sacrée et du garçon élu conduirait à une maîtrise incomparable. Ma première mission fut de nettoyer les égouts, infestés de rats avec des cornes de dragon, alors je me lançai dans cette mission difficile. L'esprit de l'épée me rappela que les techniques de combat apprises étaient destinées aux humains, et que pour les étendre à d'autres créatures, je devais continuer à m'exercer en abattant toutes sortes de bêtes, volant ou rampant. Pour lui, ces rats cornus étaient l'entraînement idéal. Possédant un pouvoir unique, l'esprit de l'épée m'avertit de rester vigilant, en particulier face aux énormes rats devant moi, plus leurs pattes étaient grandes ou nombreuses, plus leur pouvoir se révélait dangereux. Je demandai à l'esprit comment discerner leurs capacités, et il me répondit que se faire attaquer directement était un bon moyen, bien que les rats en face de moi ne semblent pas si puissants. En voyant mon air perplexe, l'esprit de l'épée expliqua que leur pouvoir appartenait au domaine des malédictions. Je compris alors lentement, grâce à l'épée sacrée, que leur présence s'effacerait dès qu'ils approcheraient de moi. En effet, dès qu'ils furent face à l'épée sacrée, ils disparurent comme des ombres, laissant les rats complètement désorientés. Souriant, je fis remarquer aux rats qu'ils avaient trouvé plus fort qu'eux. Pris d'une envie d'enrichissement, je bondis en leur demandant de me céder leurs cornes. 10 minutes plus tard, j'arrivai à la guilde avec un sac de toile rempli de queues de rats, que je déposai sur le comptoir. La réceptionniste pesa le sac, il pesait 23 kilos. Les spectateurs autour étaient stupéfaits, se demandant combien de rats j'avais dû abattre. À ce moment-là, je sortis un autre sac, expliquant à la réceptionniste que celui-ci contenait leurs cornes, après avoir vaincu plus de 200 rats. La réceptionniste, toujours ébahie, confirma que je pouvais les vendre. Après le calcul, elle me remit 13 pièces d'argent et 50 pièces de cuivre, bien plus que ce que j'avais prévu. Elle expliqua que les cornes de rats étaient rares et très demandées, ajoutant que j'étais le premier à rapporter autant de butin lors de ma première mission. Elle me félicita, en soulignant que non seulement j'avais éliminé des rats ordinaires, mais aussi capturé des spécimens évolués. Elle sortit alors une plaque de cuivre, portant le symbole de la ville libre de Brenne, déclarant que je pouvais maintenant l'utiliser partout comme preuve de mon statut d'aventurier de rang D.
Toutefois, elle précisa que tant que mon niveau resterait inférieur au rang B, je ne bénéficierais pas de priorité dans les autres succursales de la guilde, pour éviter que certains choisissent uniquement les missions les plus lucratives. Je serrai la plaque dans ma main, sentant qu'elle représentait le passage de l'élève que j'avais été à l'aventurier que je devenais. La gentille réceptionniste me proposa même de lui demander si j'avais une mission particulière en tête. Je la remerciai et quittai la guilde, impatient de vivre de nouvelles aventures. L'esprit de l'épée me fit alors remarquer que la réceptionniste devait me prendre pour un paladin, car peu de gens accepteraient spontanément des missions peu rémunérées et épuisantes. Il ajouta qu'il existait des rumeurs selon lesquelles les paladins, avant leur prise de fonction, dissimulaient leur identité et réalisaient des missions incognito. Bien que je ne sois pas un paladin, cette confusion pourrait finalement m'être bénéfique. En souriant, je me dis que si je continuais ainsi, je deviendrais peut-être une légende de la guilde, et pourquoi pas vivre de mes aventures en écrivant mes mémoires. Cependant, il était clair que je devais rester dans cette ville au moins jusqu'au rang B pour ne pas attirer de soupçons. Cette perspective agaça l'esprit de l'épée, qui déclara que j'allais y consacrer 100 jours. Il se mit à trembler de rage en me reprochant de passer mon temps dans les égouts à chasser des rats, alors qu'il espérait m'entraîner sur une période plus courte. Malgré ces critiques, je trouvais ce marché plutôt rentable. Mais en attendant, l'esprit de l'épée désapprouvait mes chasses aux rats, me pressant de devenir plus fort. Je choisis de ne pas l'écouter, car il semblait exiger de moi que je puisse abattre un dragon. Je trouvais cette requête excessive, les dragons étant bien plus puissants que ces rats. L'esprit de l'épée m'assura que j'avais déjà maîtrisé les bases des arts magiques, et qu'il me fallait simplement plus d'entraînement pour perfectionner mes compétences. Il m'apprit également qu'une capacité propre aux aventuriers était d'absorber et d'accumuler la puissance des créatures vaincues. Cette information remettait en cause ce que je savais jusque-là, seuls les nobles et familles de renom semblaient détenir cette connaissance. Selon lui, chaque aventurier pouvait absorber l'énergie des créatures et la transformer en puissance spirituelle, une vérité bien gardée par les nobles pour préserver leurs privilèges, seule l'épée sacrée connaissait ce secret. Fort de ces révélations, je fus motivé pour traquer davantage de monstres. Mais l'esprit m'avertit, capturer des centaines de rats ne remplacerait pas un combat contre un dragon. Il me pressa d'affronter des adversaires plus redoutables, espérant un jour m'emmener dans les montagnes des Titans, où seuls les dragons les plus braves osaient s'aventurer, car c'était le territoire du roi des géants. Par le passé, d'innombrables royaumes ont tenté de conquérir ce miroir magique et ont tous échoué. Alors pourquoi devrions-nous y aller? L'esprit de l'épée me dit qu'il y aurait sûrement quelque chose là-bas qui pourrait m'aider, et que son propre corps avait été laissé en ce lieu, avec des souvenirs perdus. Mais même lui ne savait pas exactement ce qui pourrait m'être utile. Il me proposa donc comme premier objectif d'atteindre cet endroit en 6 mois. Je réfléchis un instant, partir vers un lieu aussi dangereux sans même savoir ce que je cherchais vraiment. Mais l'esprit de l'épée me rassura, ce n'était pas une promenade, il m'aiderait à m'entraîner en chemin, et mes capacités seraient suffisamment développées pour que je puisse me protéger d'ici là. Je lui répondis que bien sûr, je lui faisais confiance, car il ne s'était jamais trompé. Quand le jeune garçon réussit à capturer 10 000 créatures démoniaques ressemblant à des rats, il gagna la reconnaissance des aventuriers et le surnom de « chat ». Cependant, la réceptionniste se plaignit que ces récompenses s'accumulaient de plus en plus. Mais c'était inévitable, car les créatures qui osaient l'affronter devenaient de moins en moins nombreuses. À sa vue, elles réagissaient vraiment comme des souris face à un chat. Je demandai alors à la réceptionniste de me trouver d'autres missions. Elle sortit immédiatement une pile de quêtes, pleine de confiance, et m'annonça qu'elle avait soigneusement sélectionné 4 missions en prévision de ce jour. Avec l'esprit de l'épée, je parcourus la liste et une vieille quête particulièrement usée attira mon attention. L'esprit m'indiqua qu'il s'agissait sans doute d'une mission que personne n'avait jamais acceptée, d'où son absence de mise à jour. Je décidai de la prendre, il s'agissait d'éliminer 10 slimes de pierre, qui vivaient dans les égouts près des remparts. Ces créatures mangeaient les matériaux environnants, et si elles n'étaient pas détruites, elles risquaient de compromettre la solidité des murs. La quête émanait du capitaine de la garde de Brenne, aussi me rendis-je auprès de lui pour obtenir des informations. Mais lorsqu'un membre de la garde entendit parler de cette mission d'extermination de slimes de pierre, il sembla surpris et me dit qu'il n'avait jamais fait une telle demande. À ce moment-là, une voix derrière moi lança « Es-tu le fameux chat, l'aventurier qui a nettoyé les égouts des rats ?» C'était le capitaine de la garde. Gêné, je lui confirmai que c'était bien moi. À ma grande surprise, il me félicita et ajouta qu'il espérait voir plus d'aventuriers comme moi, car ceux qui ne cherchent qu'à éviter les dangers ne méritaient pas ce titre. Après vérification, le capitaine m'assura que la mission d'élimination des slimes était bien réelle et me promit une récompense supplémentaire si je la réalisais sérieusement. Arrivé à l'endroit où se trouvaient les slimes de pierre, je constatai que même si ce n'était pas un nettoyage en soi, le sol était extrêmement glissant. Sans prudence, il était facile de perdre l'équilibre. L'esprit de l'épée me dit que cet endroit était parfait pour que je m'entraîne à maîtriser mes déplacements. C'est alors que j'aperçus 3 slimes de pierre dans un coin. Je me préparais à les attaquer, mais l'esprit me conseilla d'attendre. Utilise ta vision spéciale, Léon. Si ce n'était que des slimes ordinaires, les aventuriers n'auraient pas fui cette mission.
À peine avais-je prononcé ces mots qu'un projectile de pierre surgit face à moi. Dans la précipitation, je parvins à l'esquiver, et la pierre fracassa violemment le mur derrière moi. Je n'avais aucune idée de l'origine de cette pierre, mais l'esprit de l'épée m'avertit de rester vigilant. Les slimes de pierre étaient désormais juste devant moi. Je brandis l'épée sacrée et frappai sans pitié, mais les slimes d'une consistance molle ne furent pas du tout blessés et renvoyèrent mon attaque comme si j'avais frappé un coussin de coton. Je compris alors pourquoi on les appelait slimes de pierre. Tandis que je continuais mon affrontement, l'esprit de l'épée m'expliqua que le point faible des slimes résidait dans leur noyau et que pour les vaincre, il fallait le détruire, peu n'importe leur capacité spéciale. Ces slimes de pierre avaient leur corps rempli de pierre, comme une armure protégeant leur noyau, pas étonnant que personne ne veuille les affronter. Les slimes ordinaires sont déjà résistants, mais ils craignent la force brute. Les slimes de pierre, eux, compensent cette faiblesse en utilisant leur propre pierre, ce qui les rend pratiquement invulnérables aux armes classiques. C'est à ce moment-là qu'ils lancèrent une nouvelle attaque, une pluie de pierres s'abattant sur moi. Je parai précipitamment les projectiles tout en reculant pour garder mes distances, mais plusieurs pierres atteignirent tout de même mon corps. L'esprit de l'épée, en voyant mon état, me sermonna et me demanda si j'avais renoncé à esquiver toutes les attaques pour simplement protéger mes points vitaux. Alors, qu'as-tu observé avec ta vision spéciale? Je lui expliquai que les slimes de pierre projetaient leurs pierres à intervalles de 5 mètres, avec un léger décalage de temps entre chaque tir. Si je pouvais exploiter cet intervalle, j'aurais peut-être la possibilité de porter une ou deux attaques. Le problème était de réussir à éviter les pierres volantes tout en attaquant leur noyau fragile. Soudain, une idée me vint. Pourquoi me précipiter à attaquer? Je pouvais observer leurs mouvements et attendre que les pierres se dispersent pour révéler leur noyau, afin de le percer directement avec l'épée sacrée. Mais la difficulté est que les sont constamment en mouvement, rendant encore plus ardu le fait de les toucher. Cependant, dans chaque crise se trouve une opportunité. Lorsque le slime de pierre projette une pierre et ouvre la bouche, le liquide dans son corps devrait s'arrêter de couler. À ce moment-là, l'esprit de l'épée ajouta qu'avec mes capacités actuelles, c'était la seule chance de détruire son noyau. Je compris alors que dès l'instant où j'avais accepté cette mission, l'esprit de l'épée avait déjà tout prévu. Je levai mon épée, prêt à relever mon nouveau défi, et me dirigeai ensuite vers les slimes de pierre. J'observai attentivement leurs mouvements avec ma technique de perception, et saisis l'opportunité pour transpercer l'un d'eux. Je savais que même une seconde d'erreur pourrait me coûter cher. De plus, ces slimes détectaient leur environnement grâce aux vibrations. L'esprit de l'épée me conseilla donc de réduire l'impact de mes pas sur le sol. À mon niveau actuel, cela était réalisable. Je savais que ce que disait l'esprit de l'épée était juste, et que je pouvais maîtriser cette technique de déplacement. Pourtant, au moment où je posais mon pas avec fierté sur cette surface glissante, je glissai et tombai lourdement au sol. Gémissant, je me relevai rapidement et continuai à me déplacer avec précaution sur le sol, évitant les projectiles des slimes et guettant l'occasion de percer leur noyau d'un coup précis. Ainsi, je finis par éliminer tous les slimes. L'esprit de l'épée murmura alors à mon oreille que même si je n'avais pas eu cette intention, j'avais réussi. Je ne comprenais pas pourquoi l'esprit de l'épée disait cela. Il m'expliqua que le mouvement que je venais d'utiliser appartenait aux techniques de déplacement de niveau 2. Maîtriser l'équilibre sur un sol normal est une base, mais lorsqu'on se déplace sur un terrain glissant ou accidenté, il faut adapter ses mouvements pour conserver cette stabilité. Ce que je venais de faire, en temps de crise, était un geste instinctif, et l'expérience de combat direct m'avait aidé à mieux l'assimiler que lors d'un entraînement classique. L'esprit de l'épée m'encouragea alors à m'exercer davantage et à ne plus esquiver les attaques. Bien que perplexe, je tentai de comprendre. Après tout, être touché était douloureux. L'esprit de l'épée expliqua que se faire frapper par des pierres ne me tuerait pas, et m'encouragea à apprendre à diminuer la douleur en situation réelle. Pour m'améliorer, il fallait parfois résister aux impacts, et il suggéra même de m'entraîner face à 2 slimes de 10 morceaux sans utiliser l'épée pour les percer. Indigné, je ripostai en accusant l'esprit de l'épée d'être une épée démoniaque, me poussant à des exercices insensés qui semblaient presque vouloir me tuer. À cela, il répondit avec irritation que tout ceci était pour mon bien, me prévenant que s'habituer à des méthodes de combat faciles risquait de me nuire à long terme. Après plusieurs jours de combat acharné contre les slimes de pierre, je parvins à éliminer tous les slimes de la zone sous les yeux étonnés de la garde de la ville. L'esprit de l'épée me dit alors qu'à force de combattre ces slimes, j'avais accumulé une grande quantité d'énergie et que je pouvais désormais débuter mon entraînement au maniement de l'énergie spirituelle, un objectif que j'avais atteint plus vite que prévu. Ceux qui naissent dans des familles nobles comme Léon, eux bénéficient de soins spirituels dès la naissance, prenant divers remèdes pour renforcer leur corps en prévision de cet entraînement. L'esprit de l'épée me rappela que cet apprentissage serait difficile pour moi, mais que j'avais déjà absorbé assez de magie pour débuter. Il ajouta qu'il utiliserait ses propres pouvoirs pour protéger mes 108 méridiens et les guérir en cas de blessure. Bien que rassuré, je savais que le processus de purification serait douloureux et nécessiterait une volonté de fer. Sans hésitation, je demandai à l'esprit de l'épée de commencer. Soudain, 10 épées de lumière apparurent autour de lui, prêtes à tout transpercer. Avant que je puisse réagir, ces épées s'abattirent sur moi, me transperçant.
La douleur intense me fit cracher du sang. Tremblant de douleur, je me dis de tenir bon, mais à peine j'ai eu cette pensée que toutes les épées plongèrent dans mon corps. Sans un cri, je résistais sous le regard impressionné de l'esprit de l'épée, qui en observant la ville, semblait percevoir les mouvements de créatures inconnues en train de se réveiller. Finalement, après avoir achevé ma purification, les 108 méridiens de mon corps étaient ouverts. Je ressentais l'énergie spirituelle circuler en moi, emplissant mon être d'une force inépuisable. Maintenant, en plus de ma force physique, je possédais un sac plein d'énergie, me faisant sentir invincible. L'esprit de l'épée me rappela que tout cela n'était qu'une illusion. Il pensait que je ne pourrais supporter que 5 épées au maximum. Bien que le rituel ait réussi, il ne faisait que dégager les grandes veines de mon corps. Si je voulais vraiment utiliser l'énergie spirituelle, je devrais aussi renforcer les petites veines, car pour l'instant, je n'étais qu'un novice légèrement plus fort, avec encore un long chemin à parcourir. Il avait raison, bien que ma condition physique ne fût pas différente, je sentais mon corps enveloppé d'une énergie, comme si mon système nerveux s'étendait au-delà de ma peau. L'esprit de l'épée expliqua qu'il s'agissait de la perception de l'énergie spirituelle et qu'en concentrant mon attention, je pourrais ressentir les choses autour de moi. Mais il m'avertit aussi de ne pas m'emballer et de d'abord comprendre les propriétés de cette énergie. Comme pour le chakra, les propriétés élémentaires courantes étaient le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Cependant, mon énergie ne s'inscrivait pas dans ces éléments, ce qui surprenait l'esprit de l'épée, j'avais éveillé une énergie similaire à la sienne. Il me révéla que mon énergie spirituelle appartenait au soleil, représentant la lumière et la chaleur, une énergie associée à la justice et à la lumière suprême. Bien que cette découverte m'emplit de fierté, l'esprit de l'épée m'intima de rester calme et d'évaluer la situation. D'un claquement de doigts, il fit apparaître un écran d'état devant moi. Les chiffres avaient visiblement augmenté, et j'avais atteint le 3e niveau, bien que je n'ai fait que commencer avec l'énergie spirituelle. L'esprit de l'épée m'expliqua que puisque j'avais acquis la capacité d'accélération avant de maîtriser cette énergie, je pouvais aussi déjà sentir et détecter mon environnement avec cette énergie. Ayant débloqué les 108 méridiens principaux, mes os crâniens avaient également évolué. Il m'annonça qu'il était temps d'apprendre une technique d'épée, et je m'exclamai le cœur en fête, que j'avais attendu ce jour depuis longtemps. Pourtant, avant de me réjouir trop vite, il me désigna quelque chose derrière moi, nos ennemis se trouvaient dans cette ville. Je fus stupéfait que l'esprit de l'épée ressente leur présence et qu'ils soient les ennemis jurés des guerriers, cherchant à déstabiliser ce monde. L'esprit me répondit furieux, que ces êtres perfides n'étaient que des parasites insatiables. Quand je lui demandai qui ils étaient, il me répondit avec mépris que ces êtres ne méritaient même pas un nom, incarnant uniquement le mal. Enflammé par sa colère, je serrai les poings, résolu à les détruire un jour, ce qui amena l'esprit de l'épée à m'avertir qu'avec ma force actuelle, je ne pourrais pas les vaincre, mais cela ne me découragea pas. Cependant, il m'assura que cet ennemi passera à l'action dans 2 mois environ. Jusqu'à ce moment, je devrais me renforcer car le destin de héros est plein de sang et d'animosité. Le lendemain, je me rendis à la guilde, et la réceptionniste, inquiète de mon absence prolongée, fut surprise par mon regard déterminé. Elle me remit un insigne, m'annonçant ma promotion au rang C, ce qui me surprit, car cela nécessitait normalement un examen. Elle m'expliqua que mes exploits contre les slimes de pierre et les monstres m'avaient valu cette promotion, avec des recommandations du seigneur et du capitaine de la garde. Regardant l'insigne, je me demandais comment je pouvais déjà monter de rang après seulement 2 missions. L'esprit de l'épée m'assura que c'était avantageux, car une promotion me permettrait d'accepter davantage de missions et faciliterait l'enquête contre le mal. Cela me motiva d'autant plus, prêt à éradiquer le mal avec ma sainte épée. Je décidai alors de réaliser ma première mission en tant que rang C, et la réceptionniste en avait déjà préparé. Il semblait que l'attitude optimiste de la réceptionniste était parce qu'elle me considérait comme un chevalier saint. Aucune des quêtes qu'elle m'avait présentées ne semblait pouvoir me donner des indices pour mon enquête. Je demandai alors qu'elle m'en donne celle liée au faubourg. En entendant cela, la réceptionniste fut stupéfaite. C'est un lieu où règne la misère, aussi les hors-la-loi de tous les pays y allaient s'y regrouper. Cependant, les quêtes liées au faubourg ne concernaient que les mercenaires, il était mal vu que des aventuriers s'aventurent dans les affaires des humains. Néanmoins, elle me proposa une requête se rapprochant de mes attentes. Acceptant la mission la plus périlleuse, je me lançai dans une quête pour éliminer des armures animées dans un manoir abandonné, apparemment habité par une force mystérieuse. Pensant que ma sainte épée rendrait cette tâche facile, je vis là aussi une opportunité pour enquêter sur les faubourgs, profitant de ma mission comme excuse pour collecter des informations. En quittant la guilde, l'esprit de l'épée félicita ma perspicacité, disant que cette approche était la plus efficace. D'un certain point de vue, je ne suis pas un vrai chevalier sacré et mon rang n'est que de niveau C. Même si je les préviens, la guilde n'y prêtera pas attention. Cependant, c'est précisément mon plan. La réceptionniste avertira sans doute la guilde, qui prendra des mesures. Si elle n'agit pas, je n'aurai d'autre choix que d'amener l'épée sacrée au sein de l'ordre. Toutefois, l'épée sacrée est ma dernière carte à jouer, sauf en cas d'absolue nécessité, je ne l'utiliserai pas, d'autant que son sceau n'est pas encore brisé. Je dois également renforcer mes capacités pour mériter le titre de maître de l'épée sacrée.
C'est alors que l'esprit de l'épée m'a parlé des armures réanimées, un phénomène naturel rare. Quand quelqu'un applique des malédictions magiques et des pensées maléfiques sur une armure, elle peut alors être animée. En revanche, ces armures n'ont aucune conscience propre, elles ne connaissent que l'objectif de repousser les intrus, tels de simples carcasses de ferraille. Je demandais à l'esprit de l'épée si un magicien ne pourrait pas utiliser des sorts de dissipation pour les détruire. L'esprit m'expliqua que la magie ne pouvait qu'éparpiller les pièces mais pas les éradiquer définitivement, rendant l'intervention des magiciens inutile. Je ne comprenais pas ce qui rendait ces armures si redoutables, mais l'esprit de l'épée me rappela que si la mission avait été si simple, elle aurait déjà été accomplie. Ces armures possèdent une incroyable capacité de régénération. Même si on les disperse en morceaux, elles peuvent se reconstituer en 10 minutes. C'est à cause de cela que tant d'aventuriers ont dû renoncer, leurs armes n'étant plus utilisables. Après m'avoir tout expliqué, l'esprit de l'épée m'a souri, comme s'il voulait tester ma compréhension de ces armures. Bien que je ne puisse pas répondre immédiatement, je suis convaincu que tous les mystères seront éclaircis une fois sur place. Rapidement, nous sommes arrivés dans le quartier des pauvres. L'endroit ne correspondait en rien à ce que j'avais imaginé, et dès que j'ai mis le pied ici, j'ai ressenti un malaise inexplicable. J'ai demandé à l'esprit de l'épée s'il avait perçu quelque chose, y avait-il quelqu'un qui nous suivait ? L'esprit m'a assuré qu'il n'y avait pas de poursuivant, expliquant que cette sensation provenait de ma perception spirituelle, car l'énergie solaire réagit très fortement à la malveillance. D'apparence frêle, je semblais être une proie facile pour des individus mal intentionnés, ce qui les attirait. J'ai récemment accepté une mission de la guilde visant à éliminer les armures réanimées dans un manoir abandonné. En entrant, l'endroit était plongé dans une atmosphère sinistre. Pensant que c'était le moment pour l'épée sacrée de briller, je l'ai invoquée, mais ce dernier m'a réprimandé pour ne l'avoir utilisée que comme source de lumière, me rappelant d'apporter une torche la prochaine fois. Soudain, le son de l'acier résonna dans le couloir. L'esprit de l'épée fit remarquer que des armures animées approchaient bel et bien. Dans l'obscurité, je vis l'une d'elles s'avancer vers moi, son regard sinistre braqué sur moi. C'était la première fois que j'affrontais ce type d'adversaire, capable de manier une lame pour frapper et transpercer, même de haut en bas. Sa lame mesurait plus de 2 mètres, rendant difficile toute approche, mais ses armures n'étaient pas suffisamment intelligentes. J'ai réussi à bloquer une de ses attaques, réduisant immédiatement son avantage. Malgré son poids d'à peine une trentaine de kilogrammes, ses armures creuses ne faisaient pas le poids face à moi. Après 3 coups de mon épée sacrée, l'armure se désintégra en morceaux sur le sol. L'esprit me félicita, même si j'avais un peu mal exécuté mes techniques en raison de la vitesse, il reconnaît mes progrès. Pourtant, la description de la mission prétendait que ces armures pouvaient se reconstituer même après avoir été détruites, mais je n'en avais encore rien vu. Peut-être que les informations étaient fausses ? Si la guilde découvrait un rapport falsifié, cela pourrait être qualifié de délit de niveau 2, voire entraîner un avis de recherche si quelqu'un perdait la vie à cause de cela. Malgré mes doutes, je ne voulais rien lâcher. Peut-être que chaque armure était différente, ce qui expliquait leur force variable. J'ai alors pensé à capturer d'autres spécimens pour approfondir mes recherches. Cependant, l'esprit de l'épée m'a arrêté, me signalant l'arrivée de nouvelles armures. Dans l'obscurité, elles approchaient de nous en masse. L'épée sacrée s'illumina, brillant tel un petit soleil. Les armures commencèrent à se tortiller et à se couvrir les yeux, comme si la lumière leur infligeait une douleur insupportable. Profondément troublé par cette réaction, je vis ces armures se regrouper pour m'attaquer en formant des vagues incessantes. Malgré leur nombre et la perfection de leurs attaques, je restais confiant. Leurs mouvements étaient répétitifs et grâce à mon entraînement, je pouvais les anticiper aisément. Alors que le combat s'intensifiait, l'esprit de l'épée m'a dit d'observer attentivement. Il m'a déconcentré, et j'ai failli y laisser ma tête. En suivant son conseil, j'ai remarqué un étrange brouillard émanant de leurs armures, c'était le ki mortel légendaire, une énergie maléfique capable d'absorber la vitalité lorsqu'elle touche un corps. Cela expliquait la résonance avec l'épée sacrée. Cependant l'esprit de l'épée m'indiqua que c'était la moitié le cas, car une simple énergie maléfique ne saurait faire réagir une créature dénuée de conscience, notre ennemi était en réalité les esprits maléfiques qui avaient pris possession des armures. De plus, leur nombre interpella l'esprit de l'épée. Car pour réussir à créer une armure maléfique il fallait environ 100 esprits maléfiques, donc il est fort possible qu'une quantité astronomique ait afflué au manoir, que soit naturellement ou artificielle. L'esprit de l'épée m'encouragea à purifier ces esprits. Il semble évident que des forces du mal avaient pris demeure dans les faubourgs. En tant que guerrier, je ne pouvais tolérer une telle présence maléfique, il était de mon devoir de les détruire pour gagner en expérience et me préparer à affronter des ennemis encore plus puissants. Je commençai l'éradication de ces créatures maléfiques, et finalement le soleil se leva. J'avais complètement fait le ménage. Ce combat m'a fait prendre conscience à quel point c'était effrayant de combattre en étant encerclé. L'esprit de l'épée me fit comprendre que c'était à cause des angles morts. Il a raison, en effet, tant que les ennemis sont dans mon champ de vision, mes techniques sont quasiment invincibles. Cependant, le champ de vision humain est limité, ce qui crée des angles morts, et se battre collé à un mur n'est pas possible.
L'esprit de l'épée approuva, disant que c'était une stratégie réfléchie. Selon lui, seuls les combattants de 3e rang sont dominés par les circonstances, tandis que les seconds rangs peuvent s'adapter aux conditions imposées. Quant aux meilleurs, ils convertissent les désavantages en force. Cette sagesse m'apaisa, et nous avons quitté la demeure abandonnée ensemble. Pour survivre dans le bidonville, il fallait surmonter divers obstacles. Ce lieu était plus dangereux que les égouts ou les souterrains, avec des pièges et des chemins sinueux pouvant abriter des embuscades et des assassinats. Mes propres pouvoirs ne suffiraient peut-être pas toujours, je devrais trouver des solutions aux obstacles qu'ils ne pourraient pas résoudre. Sans le savoir, je m'étais fait remarquer par l'empereur souterrain de la ville, Caen, qui me surnomma le nettoyeur pour mes exploits de chasse aux rats et d'élimination de Slim, ce qui avait attiré l'attention de ses sbires. Caen cherchait quelqu'un pour résoudre la série de disparitions sur son territoire et avait signalé l'affaire à la guilde et à l'ordre, redoutant des répercussions si des cultistes ou des espions étaient impliqués. En parallèle, je m'entraînais à la maîtrise de l'épée sacrée, mais le flux de mon énergie spirituelle était difficile à contrôler. Au bout de 3 secondes, la douleur me faisait m'effondrer. L'esprit de l'épée m'encouragea à ressentir le flux énergétique et félicita mes progrès. Essoufflé, j'avouai que chaque entraînement me faisait l'effet d'une résurrection. Il fit claquer ses doigts, et une fenêtre d'état s'afficha. Incroyablement, ma maîtrise de l'épée avait atteint le niveau intermédiaire. La maîtrise spirituelle, quant à elle, avait aussi progressé. Quand j'ai questionné l'absence de la technique d'épée enseignée par l'esprit, il s'irrita. « Tu n'as même pas maîtrisé le premier mouvement, et tu veux déjà qu'il y figure. » Alors que l'esprit de l'épée me dévoilait une technique unique, composée de 7 coups, m'assurant que l'accomplir en totalité élèverait mon niveau au rang de maître d'épée, je promettais de la maîtriser pour vaincre n'importe quel adversaire. L'esprit me rappela cependant que sans un niveau de maître, l'apprentissage de la technique était vain. Cependant, au lieu de me décourager, cela affermissait ma détermination à régner sur le bidonville un jour. Tandis que je me préparais à poursuivre l'entraînement, l'esprit me conseilla de m'arrêter pour aujourd'hui. Intrigué, je vis un groupe de visiteurs inattendus en bas. Leur allure et leurs vêtements suggéraient leur appartenance à une bande. Je suis descendu, et ils m'ont dit qu'ils avaient des ordres de leurs supérieurs pour moi. À ma surprise, ces hommes du gang bâtard adoptèrent des poses exagérées en se présentant. Ce gang le plus puissant des bidonvilles était dirigé par l'empereur souterrain, Caen le Croc. L'un des hommes me désigna d'un doigt accusateur pour que je le suive, ce que j'acceptai calmement, saisissant l'occasion pour explorer davantage les recoins du bidonville. Sur le chemin vers leur quartier général, nous avons croisé un civil qui avait accidentellement bousculé l'un des sbires et qui, pris de panique, s'excusa 3 fois. À ma surprise, le sbire se mit à frapper violemment le civil. Voyant cela, j'allais intervenir, mais l'esprit de l'épée me rappela de rester calme et de maîtriser mes émotions. S'il y avait une altercation avec Caen, un excès de colère pourrait ruiner toute opportunité. Nous sommes finalement arrivés au repère du gang, un endroit chaotique, jonché d'ordures et de traces de sang dans les coins. Soudain, une voix grave résonna derrière moi. « Alors, tu es le nettoyeur ?» À cet instant, un sentiment de danger me poussa à dégainer mon épée et à me retourner pour attaquer. Cependant, l'homme bloqua facilement mon attaque et tout sourire, me dit que ce surnom ne me convenait guère. D'un geste rapide, il repoussa mon épée et porta un coup de poing que je n'eus pas le temps d'éviter. La seule onde de choc projeta la poussière à 5 mètres derrière moi, et je me retrouvai avec le nez ensanglanté. La puissance de ce coup m'avait fait comprendre qu'éviter son attaque était impossible. Je demandai, sans me laisser impressionner, s'il était Caen. L'homme surpris par mon audace, me lança un regard admiratif. Il pensa que les aventuriers de niveau C étaient inutiles, mais il me donna une tape sur le torse, suffisant pour me signifier qu'il avait une mission pour moi. Avant même que je puisse lui demander de quoi il s'agissait, Caen commença à m'expliquer que tous les moyens et objets que je pouvais désirer étaient à ma portée, car il avait déjà fait des recherches approfondies à mon sujet. Alors, tu viens de l'Académie royale, éternel numéro 2 de la classe, et te voilà en train de te lier d'amitié avec les caïds des bas-fonds. L'empereur souterrain Caen a rassemblé de nombreuses informations sur moi, au point de connaître parfaitement la date de mon abandon des études. Il déclare avec assurance que je ne souhaite ni devenir chevalier ni obéir aveuglément à la noblesse. C'est pourquoi j'ai corrigé ces aristocrates et choisi de devenir aventurier. Contrairement aux autres aventuriers attirés par les récompenses, il affirme que mes actes actuels visent à construire une réputation et que mon ambition à long terme me distingue, car en seulement 2 missions, j'ai atteint le niveau C. Bien que j'admire sa capacité à obtenir des renseignements, je ne suis absolument pas comme il le pense. Avant même que je puisse lui répondre, il reprend en disant que je ne recherche pas l'argent, mais que mon objectif est simple, obtenir une renommée. Car, avec la renommée, même les nobles ne pourront plus me manipuler à leur guise. C'est ainsi que je me suis lancé sans hésiter dans les bas-fonds pour y récolter la gloire. Il me propose alors un marché, accepter sa mission en échange de la réalisation de mon souhait. En voyant son assurance, je ne comprends pas ses véritables intentions, mais l'esprit de l'épée, à mes côtés, m'explique que d'un point de vue extérieur, mes accomplissements peuvent facilement donner l'impression que je poursuis la gloire.
Cependant, Caen se méprend sur moi, et contrairement à l'employé de la guilde, il ne voit que la façade. Puisque je n'ai pas besoin de tout lui expliquer, je décide de tirer parti de cette confusion, sachant que Caen pourrait devenir mon ennemi dans le futur. Caen ouvre une bouteille et me parle de la mission. Il y a 3 ou 4 mois, un groupe d'individus a pénétré les bas-fonds. Au début, Caen ne s'en souciait pas jusqu'à ce qu'ils attaquent les districts 23 et 25, ôtant la vie à plus de 200 personnes en une nuit. J'ai immédiatement pensé à l'aura mortelle des spectres du bâtiment abandonné. Se pourrait-il qu'il y ait un lien? Caen poursuit en expliquant que les bas-fonds sont partagés entre 3 factions. Un commerçant nommé Simon, chef du camp des Enfers Dorés, un tueur masqué nommé le Faucheur Noir, dont l'identité reste inconnue, et enfin Caen lui-même, le plus puissant des 3. Les attaques ont eu lieu dans le territoire de Simon qui, furieux, a mobilisé 500 mercenaires de rang DAB pour éliminer cette menace, mais tous ont été anéantis. Je me demande qui sont ces individus, d'autant plus que l'Empire ne semble pas s'en préoccuper. Caen me confie des preuves accablantes, un dossier attestant des meurtres de masse et des atrocités commises ici. D'après les pires prévisions, il est probable que plus de 1000 personnes aient été tuées. Dans cette zone de non-droit, ces disparitions passent inaperçues. En voyant ces preuves, je suis stupéfait, je ne m'imaginais pas qu'il puisse y avoir de telles horreurs dans cette ville. Je demande alors à Caen si la mission consiste simplement à transmettre ces preuves, mais il m'explique que les responsables de la guilde sont rigides et ne croient pas aux éléments dont ils ignorent l'origine. C'est pour cela qu'il me sollicite, il veut que j'agisse comme un témoin crédible pour convaincre la guilde. Caen s'amuse de mon intelligence et rit en me jetant un regard menaçant, me demandant si j'oserais refuser sa demande. En acceptant la mission, je sais bien que Caen n'est pas une personne vertueuse, mais obtenir des preuves dans les bas-fonds est un exploit rare. Si je réussis, je sauverai des milliers de personnes d'une mort certaine. Caen me remit alors des équipements. Parmi eux, une épée ornée d'un symbole particulier, destinée à dissuader toute tentative d'intimidation, à l'exception du Faucheur Noir. Il m'offre également un sac de cuir contenant des parchemins magiques, en guise d'acompte. Pour moi, tout cela importe peu, je veux seulement savoir s'il avait prévu mon coup de poing dès le départ. Caen me lance alors un sourire énigmatique avant de disparaître dans la nuit. Plus tard, seul dans la chambre assis sur le lit, je réfléchis aux événements de la journée. Caen est définitivement un adversaire redoutable, et je me préparais à intensifier mon entraînement pour accomplir la mission. Je me tourne alors vers l'esprit de l'épée, qui m'avertit de ne pas tirer de conclusions hâtives. Si je ne fais pas preuve de prudence, cette mission pourrait bien tourner à la tragédie. J'en viens à comprendre qu'il attend de moi une enquête approfondie. Pour cette mission, je dois trouver un allié puissant et intègre. Guidé par l'esprit de l'épée, je me rends auprès de l'ordre sacré, qui, à ma grande surprise, a établi son quartier général dans les bas-fonds. Il semble que seuls ceux qui ne cherchent pas la gloire sont immunisés contre la corruption, et les prêtres de cet ordre, motivés par la foi et les enseignements de la déesse, sont exactement ce type de personnes. Cela signifie aussi qu'ici, je dois faire preuve de la plus sincère des honnêtetés. En observant les membres de l'ordre, tous empreints de bienveillance et de confiance, je me surprends à me demander quel genre de personne est l'archevêque de cet endroit.